Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, vous le savez, je le rappelle tout de même, la Journée mondiale de l'Afrique a été célébrée le 25 mai dernier, une occasion pour le président de la mission de l'Union africaine au Sahel, Mi-Sahel, de revenir sur des actions qu'il juge importantes pour la stabilité du Mali. Au même moment, certains observateurs maliens estiment que le bilan de la mission est limité et même en deçà des attentes. Nous en discutons dans ce grand dialogue et nos invités sont Pierre Bouyoya, haut représentant de l'Union africaine au Mali, Aminata Draman Traoré, femme politique, écrivaine, altermondialiste, et Dr Ali Tunkara, chercheur et professeur à l'Université de Bamako. Je suis Mouhamadou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue. Le Grand Dialogue. Union africaine, bilan et perspective, c'est le thème de ce grand dialogue. Alors, Monsieur Pierre Bouyoya, aujourd'hui, êtes-vous satisfait du bilan de l'Union africaine? Je dirais que oui, parce que l'Union africaine est venue au Mali en 2012 pour aider le Mali, les Maliens, à gérer et à sortir de la crise. La crise à l'époque qui était une double crise, à la fois institutionnelle et sécuritaire. Alors, si je regarde le rôle que nous avons joué dans les différentes phases de sortie de crise jusqu'à aujourd'hui, je suis satisfait du bilan de l'Union africaine. D'abord, quand nous sommes arrivés, la première chose qu'il fallait faire échouer le coup d'État. C'est ce que nous avons fait en collaboration avec la CEDEAO. Après ça, c'était la phase de la libération du Nord. Vous vous souvenez, l'Union africaine était aux côtés des troupes françaises pour libérer le Nord. Et c'était les troupes de la MISMA, la Mission internationale de soutien au Mali, qui plus tard a été remplacée par la MINUSMA. Et puis après est venue la phase politique. L'Union africaine était en première ligne dans les négociations à Ouagadougou. Moi-même, j'étais un des principaux médiateurs de l'accord de Ouagadougou, signé le 18 juin 2013. Nous étions dans l'équipe qui suivait cet accord. Plus tard, il y a eu le processus d'Alger. Encore une fois, l'Union africaine, nous étions parmi les médiateurs principaux de l'accord. Et aujourd'hui, nous sommes dans le comité de suivi de cet accord aux côtés des parties maliennes. Je pourrais dire que nous avons fait la médiation presque au quotidien en ce qui concerne l'application de l'accord. Alors, d'autres choses, nous soutenons toutes les réformes issues de cet accord au niveau politique. L'année dernière, on a organisé un séminaire international ici sur la problématique de la décentralisation en Afrique. Cette année, au mois de mars, nous avons organisé la même chose sur la problématique du DDR. Donc nous sommes auprès du Mali dans ce processus de sortie de crise. Je ne vais pas entrer en détail de ce que nous avons fait autour des élections en 2013, en 2018. Aujourd'hui encore, nous continuons à accompagner le Mali au niveau politique et au niveau de toutes les réformes qui sont en rapport avec le processus de paix. D'accord, Madame Aminata Draman Traoré, êtes-vous satisfaite de ce bilan?
Tout est une question d'angle d'attaque. Hein. Je suis d'accord avec Monsieur le Président dans le cadre strict de la mission qui est la sienne. L'Union africaine fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Et comme vous l'avez dit, moi j'inscris et le Mali et l'Afrique dans le cadre d'un monde global en crise. Et dès le départ, moi, ma lecture de notre situation, comme de la situation de la plupart de nos États, c'est que nous ne sommes pas une planète à part. Ce qui nous arrive résulte de dysfonctionnements qui ne dépendent pas de nous. Et en réalité, le Mali est un cas d'écart. Et cette crise a commencé dans un contexte, et vous vous souvenez, où la communauté internationale félicitait le Mali à la fois pour l'exemplarité de notre démocratie, la croissance, et apparemment tout allait bien, même s'il y avait des enlèvements d'otages, ainsi de suite. Et puis il y a eu la Libye. Et c'est extrêmement important parce que moi je me dis que pour la paix, pour qu'on puisse vraiment trouver une issue à l'impasse actuelle, il faut absolument une autre écriture de cette histoire. Et il y a ce que j'appelle la violence institutionnelle. Nous sommes dans des relations totalement asymétriques avec la prétendue communauté internationale. Je m'excuse, Monsieur le Président, même si l'Union africaine en fait partie, mais je pense plus précisément à l'Europe et la France au sein de l'Europe. Parce que c'est la France quand même qui a pris unilatéralement la décision de venir militairement au Mali, qui a forcé la main aux autorités maliennes pour signer une demande. C'est établi, tout le monde le sait maintenant. Et la transformation de la MISMA en MINUSMA. Et ensuite, Barkhane, qui n'a pas été autorisé par l'ONU, et jusqu'à présent, qui n'a pas été avalisé par l'Assemblée nationale française. Donc moi... Vous dites que la France a forcé la main des autorités maliennes pour venir. Où était l'Union africaine en ce moment? Est-ce qu'elle n'a pas joué un rôle? C'est-à-dire qu'on appelle et l'Union africaine et les autorités maliennes, la plupart du temps, et la guerre, nous sommes... Aujourd'hui, quand vous regardez les États-Unis et la Chine, c'est une guerre parfois feutrée, parfois ouverte. La guerre ouverte, nous sommes ici dans une situation de guerre ouverte. Mais cette guerre économique qui est déclarée à l'Afrique depuis longtemps déjà, pour ses ressources qui doivent alimenter la croissance d'une économie mondialisée, aujourd'hui, qui tourne au sauf qui peut quand vous regardez ce qui se passe en Europe et aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Donc moi, je dis que l'Union africaine est appelée à jouer son rôle dans des contextes extrêmement compliqués. Et il se trouve que la plupart du temps, nous ne sommes pas outillés, nous n'avons pas tous les outils pour poser le bon diagnostic pour que et l'Union africaine et nos États puissent s'en sortir. D'accord. Docteur Ali Tounkara, estimez-vous que la contribution de l'Union africaine dans la gestion et la résolution de la crise au Mali est à hauteur de souhait? Bon, merci de la question. Je pense fondamentalement le rappel du contexte me paraît important, comme ça a été fait par Mme Traoré. Mais fondamentalement, reconnaissons quand même que du début de la crise, en passant par le coup d'État militaire, l'Union africaine était présente. Certes, dans ces différentes déclarations, on a quand même compris que le problème est plus sérieux. Mais toute la question qui se pose aujourd'hui, quelle est son utilité dans la résolution et de la prévention des conflits? On se rappelle quand même qu'en 2013, l'Union africaine s'est dotée quand même d'un organe qu'on appelle la capacité africaine de force d'intervention immédiate aux crises. Je crois que cette capacité elle est dépendante justement de l'aide étrangère, ce qui fait que la question de l'utilité de l'Union africaine se pose avec acuité. On sait pertinemment que de l'assassinat du président Mohamed Kadhafi à aujourd'hui, l'Union africaine peine à se prendre en charge. Comment voulez-vous
mesurer son efficacité sans pour autant le lier justement à la gouvernance globale de l'Afrique, en fait. Ce sont des chefs d'État majoritairement qui souffrent d'une sérieuse problématique de légitimité. Ce sont des chefs d'État majoritairement qui sont très contestés dans leurs pays respectifs, qui, à la limite, ont peu d'estime vis-à-vis des protocoles, des accords ou de conventions qu'ils ont signés, ratifiés ça et là. Donc je pense fondamentalement, ce sont ces difficultés qui font qu'aujourd'hui, il est évident que l'Union africaine elle est présente de manière symbolique, mais en matière de finances, elle a du mal justement à asseoir toute sa légitimité. En matière de finances, elle a du mal justement à avoir d'efficacité quant à la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme de façon générale. Parce qu'on sait pertinemment quand même que rien que la France, elle a plus de 3000 militaires sur le continent. Et cela dénote à combien aussi l'Union africaine, certes, dans son bateau, me paraîtrait au milieu du quoi, enfin, du quoi, voilà, c'est ça, du quai. Parce que là, l'Union africaine, sincèrement, les intentions sont bonnes. Mais je pense fondamentalement, sa gouvernance elle-même déjà, elle est très hypothéquée par des élections qui sont quand même contestées, ça et là, ces déclarations qui peinent à avoir des effets concrets ou mesurables, sur des élections truquées, ces prises de position parfois contestées par des acteurs étrangers, notamment l'Union européenne. Donc je pense que ce sont ces difficultés qui font qu'aujourd'hui, les actions que mène ou qu'a mené l'Union africaine en matière de résolution de conflits restent tout sérieusement en deçà des attentes légitimes qu'ont l'écrasante majorité des populations africaines. On ne peut pas nier sa présence. Mais laquelle présence me paraîtrait, elle est quand même mise sur la touche. On voit plus la force Barkhane sur le terrain. On sait pertinemment, mais avec la création du G5 Sahel, il y a quand même des soucis majeurs quand on fait le lien avec l'Union africaine. Donc, toutes ces forces étrangères sur le territoire africain démontrent à suffisance que les initiatives, les stratégies mises en œuvre par l'Union africaine n'ont pas eu cet ancrage à partir du local, à partir du continent, sans pour autant même s'intéresser aux questions frontalières. Toutes ces problématiques font que la question d'utilité aujourd'hui, elle mérite d'être posée. Sa présence est une certitude, mais est-ce que l'utilité que nous, Africains, avons, nous, vis-à-vis de cette institution, est-elle compatible à nos attentes? Je pense que M. le Président conviendra avec moi qu'effectivement, les actions sont sérieusement en deçà de nos attentes légitimes. D'accord, M. le Président, c'est donc l'utilité, la légitimité et même l'indépendance de l'Union africaine qui sont remises en cause. Oui, probablement, certainement pas la légitimité. Je crois que c'est l'organisation qui a la plus grande légitimité en Afrique. L'utilité, quand vous la mesurez par un certain nombre de facteurs, oui. Alors, moi je pense que d'abord, il faut que nous puissions clarifier le débat. Et je crois que le contexte, c'est important, comme Madame l'a rappelé. Est-ce que nous parlons de l'Union africaine au sens général ou bien de la mission de l'Union africaine au Mali? C'est deux sujets différents. Mais on ne peut pas parler de la mission de l'Union africaine au Mali sans parler aussi l'Afrique, de l'Union africaine. Concernant l'Union africaine, l'Union africaine, c'est une organisation essentiellement politique au départ. Et à cet effet, dans ce sens, je crois que le bilan de l'Union africaine sur le continent est un bilan remarquable. Si vous regardez l'époque où l'OUA a été créé, en 1962, il y avait 32 pays indépendants. L'OUA, avec ses moyens limités, a contribué à la libération de l'Afrique d'une manière remarquable. Libération contre le colonialisme, libération contre l'apartheid. Il a mobilisé les Africains, le monde entier dans ce sens. Avec l'Union africaine, on est passé à une autre phase. Et dans cette phase, il faut être réaliste. Il y a des choses que nous sommes en mesure de faire d'une façon efficace. Je pense que vous parlez efficacité, monsieur le professeur parle de l'efficacité. Il y a d'autres choses que nous ne faisons pas encore
comme nous le souhaiterions en Pourquoi? termes d'efficacité. Par exemple, il a beaucoup parlé de ce que nous faisons en matière de paix et de sécurité. Depuis 2002, l'Union africaine a mis en place ce qu'on appelle l'architecture africaine de paix et de sécurité, qui est l'outil de l'Union pour pouvoir intervenir en temps de crise dans les différents pays. Alors, il le fait. Si vous regardez l'ensemble des missions de l'Union africaine qui sont en Afrique, les médiations qui sont menées par l'Union africaine, elles sont nombreuses. Mais je suis d'accord avec lui que l'architecture africaine de paix et de sécurité n'a pas encore atteint son efficacité maximale. Par exemple, en ce qui concerne les interventions militaires, il y a des limites. Il y a ce que nous appelons notamment, par exemple, l'Union africaine devait intervenir au Mali à travers ce qu'on appelle la brigade en attente de l'Afrique de l'Ouest. Quand la crise malienne a éclaté, malheureusement, cette brigade africaine n'était pas en mesure d'intervenir à cause essentiellement des ressources. L'Union africaine, il ne faut pas le nier, a des problèmes de ce côté-là, du côté de ressources, ce qui limite fortement son efficacité au niveau central et au niveau périphérique, au niveau des comment missions. expliquez-vous ces limites? Ces limites, c'est la disponibilité des moyens. Pendant longtemps, l'Union africaine a fonctionné à l'aide des ressources des autres. C'est une des grandes... Alors aujourd'hui, il y a une grande réforme en cours, justement destinée à sortir de cette contradiction. C'est cette réforme qui devrait faire en sorte que l'Union africaine puisse avoir ses moyens de fonctionnement à 100%, puisse avoir ses moyens au niveau des programmes, 75% de tous ces programmes et 25% des programmes de maintien de la paix. Le reste venant de l'ONU. Alors, c'est ce programme qui demande à chaque pays de contribuer 0,2% des importations des produits qui viennent des pays hors Afrique. C'est une réforme en cours et n'est pas encore opérationnelle, mais c'est le constat qu'il faudrait que l'Union puisse avoir ses propres moyens pour qu'il puisse aussi entreprendre des initiatives de manière autonome. On n'y est pas encore parce que nous sommes une organisation qui se met en place. Mais cette conscience est là. Mais si cette mise en place semble lente, hein, Monsieur le Président. Elle est lente, pourquoi? Parce que l'Union africaine, c'est l'union de 55 pays africains indépendants. Alors, si vous voulez réformer quelque chose et amener à bord tout ce monde-là, il vous faut du temps. C'est comme ça. Et ça, ce n'est pas seulement africain, c'est partout comme ça. D'accord. Madame Aminata Dramane Traoré, êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent que la présence de l'Union africaine au Mali, dans la gestion et la résolution de la crise au Mali, est superficielle? Parce que selon eux, les actions ne sont pas visibles sur le terrain. Oui. Disons que, comme M. le Président l'a dit, la mission à l'origine est la libération totale de l'Afrique du joug du colonialisme. Je crois que de ce point de vue, on ne peut pas nier l'organisation panafricaine a joué son rôle. Mais le passage de l'OUA à l'UA et ce tournant-là, et nous, de notre point de vue, nous avons considéré d'abord que ce fut une démarche mimétique, mais peut-être dont le temps était venu puisqu'il fallait libéraliser nos économies. Parce que quand nous sommes dans une guerre de convoitise et de prédation des immenses ressources du continent,
Mais là où le bas blesse, c'est que nous ne parvenons pas nous-mêmes, et ni la classe politique, ni les sociétés civiles, à prendre à bras le corps cette réalité. Cette réalité qui consiste à dire que, et je ne vois pas pourquoi, et les Américains comme les Européens, no boots on the ground, c'est-à-dire on ne va pas descendre, nos soldats n'iront pas là où ils peuvent être tués. Qu'ils déploient, comme vous l'avez dit, que dans ce contexte précis, ce retour en force de ces troupes qui, je ne crois pas qu'on nous ait demandé, que nos assemblées aient convenu avec les puissances occidentales et de la militarisation des solutions et de l'installation de leurs troupes. Par la ruse, ils sont venus prétendument nous libérer, mais finalement c'était pour s'installer. Maintenant c'est fait. Le fin fond du débat, comment on en sort? Est-ce que l'Union africaine a les moyens? Moi je ne parle même pas des moyens militaires. Moi, je suis pacifiste. Si ça ne tenait qu'à moi, on transforme tous ces moyens en ressources pour donner l'eau, l'éducation, l'agriculture. Tous ces milliards est engloutis dans les armées étrangères et nationales et conjointes dans le cadre de cette guerre précisément que l'Occident même n'a pas gagné, ni en Afghanistan, ni en Irak, ni en Afghanistan. Donc, ils nous ont mis en demeure de faire face à des menaces liées à leur propre politique d'ingérence. On a parlé de la Libye, mais avant la Libye, ce sont ces gens quand même, et ces 4 dernières décennies, qui ont imposé à nos gouvernements de mettre en œuvre telle et telle politique économique, et des politiques économiques qui les ont enrichis et qui ont continué à appauvrir l'Afrique. Et la pauvreté, chômage de masse et émigration qui aujourd'hui devient encore, comment dirais-je, un prétexte pour verrouiller l'Afrique pour mieux nous tenir. Donc moi je pense que... la défense est aussi importante pour protéger l'Afrique, pour protéger par exemple le Mali. Si l'Union africaine avait une grande capacité, une force de défense, est-ce que vous pensez que sa contribution n'aurait pas été meilleure au Mali? Non. Pourquoi? Parce que la France est incapable, avec 4500 soldats Barkhane suréquipés, n'est-ce pas? Suréquipés. Ils se protègent d'abord eux-mêmes, ils ne prennent pas de risques. L'Union africaine ne peut-elle pas faire face à... Mais pourquoi vous voulez que l'Union africaine aille faire la guerre et des Occidentaux à leur place? C'est les Occidentaux qui veulent aujourd'hui ce qu'ils ne peuvent pas. Les terres rares, le pétrole, l'uranium, tout ce dont ils ont besoin pour carburer au XXIe siècle. Ils sont en pleine contradiction puisqu'ils sont en train de parler de climat. Mais en fait, ils instaurent la guerre pour assurer à eux-mêmes la paix, la sécurité et l'emploi. Quand aujourd'hui l'Union européenne qui vient de sortir de cette élection se vante d'avoir vécu 70 années de paix, mais comment ils ont pu s'assurer ces 70 années de paix? C'est au prix de la guerre et des ingérences ailleurs. Les chiffres disent qu'il y a eu à peu près 60 coups d'État militaires. Quand ce n'est pas des coups d'État militaires, c'est des coups d'État institutionnels pour que leurs intérêts puissent être protégés. Aujourd'hui, ils jurent par 4 choses. Protéger leurs intérêts, leurs frontières, leurs valeurs et la race blanche. Si l'Union africaine, moi je pense qu'il y a un combat à mener qui est beaucoup plus important que ça, c'est la présence, nous ne voulons pas parler du racisme, mais c'est la présence de l'homme noir en Occident aujourd'hui qui crée de sérieux problèmes et qui justifie la percée des Marine Le Pen, des Salvini et autres. Pour moi, c'est ça le vrai sujet. Je ne dis pas qu'il ne faut pas nous défendre localement, mais ça, c'est des débats que les sociétés civiles doivent mettre sur la table. Je disais à M. le Président que nous, c'est à nous de jouer ce rôle-là, de les acculer s'il le faut. Moi, j'ai dit, si on doit réformer l'Union africaine, il faut réformer l'Union africaine dans cette perspective. Dr Ali Tounkara, vous pensez que le bilan de l'Union africaine dans la gestion et la résolution des conflits au Mali est en deçà des attentes. Qu'est-ce qu'elle aurait
dû faire de plus selon vous? Bon, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais non, franchement, il est quand même important de ne pas minimiser l'apport financier de cette union. Tout le problème, il est là en réalité. C'est vrai qu'on a vu la présidente de l'Union africaine depuis le coup d'État. Elle était quand même au chevet du Mali. Mais je le disais tantôt qu'effectivement, cette présence, elle est sérieusement hypothéquée par la difficulté à laquelle, ou par son incapacité, justement à faire face justement à toutes les ressources nécessaires de la gestion d'un conflit d'une telle ampleur au Mali. Donc je pense fondamentalement, quand vous faites les liens avec les forces étrangères, comment voulez-vous que les acteurs en compétition obtiennent le même résultat, étant donné que les mêmes acteurs ne sont pas outillés de la même manière? Donc, vous ne pouvez pas comparer les forces qui sont sous la coupole de l'Union africaine à ceux de l'armée française, à ceux de la France, parce que les deux ne sont pas outillés de la même manière. Et justement, Mme Traoré pense que c'est la France même qui serait responsable de cette situation, de cette crise que le Mali vit. Mme Traoré, ce qu'elle dit est tout à fait une évidence, mais je pense que vouloir tout résumer au seul Occident, on risque de gommer, voire de minimiser nos responsabilités locales. Qu'est-ce qui nous a amené dans cette crise multidimensionnelle? Prime abord, la gouvernance dans le contexte malien, elle fait l'objet quand même d'une sorte de déliquescence. C'est là aussi la non-redevabilité de l'élite politique malienne. Des années 90 à aujourd'hui, combien d'hommes politiques maliens, effectivement, ont eu à un moment donné des accointances avec des bandits armés? Combien, justement, d'hommes politiques maliens ont même facilité cette possible implantation de la France dans le contexte malien? Donc, c'est pour vous dire qu'aucunement, une puissance ne peut envahir un État souverain sans qu'il y ait ces complicités locales. Donc, il est extrêmement important de ne pas nier nos responsabilités aussi, c'est important. Sinon, on risque d'apporter des solutions qui me paraîtraient provisoires. S'agissant le cas précis de l'Union africaine dans la résolution, c'est cela, parce que cette Union africaine elle-même, on l'a dit, avec l'assassinat de Mohamed Al-Khazafi, le président a fait allusion effectivement à des mécanismes de financement. Bon, on sait pertinemment aussi qu'elle mise beaucoup sur des taxes qui doivent être prélevées sur les hôtels, les billets d'avion en provenance ou au départ de l'Afrique, tout cela pour enfler un peu les caisses. C'est pour vous dire que du moment où l'Union africaine va rester dans cette dépendance vis-à-vis de l'Occident, notamment, aucunement elle ne pourra apporter des solutions à toutes ces situations de conflictualité. Et n'oublions pas que l'Union africaine est le plus visible sur les conséquences que sur les causes profondes des conflits. Et les causes profondes, on ne peut difficilement les questionner sans pour autant mettre un accent particulier sur la gouvernance de cette élite africaine. Laquelle gouvernance, elle est quand même chaotique. C'est cela justement tout l'enjeu. Vous ne pouvez pas tout réduire au terrorisme, tout réduire à l'extrémisme violent, sans pour autant aussi questionner quels sont les hommes et les femmes qui ont eu comme la lieutenance, qui ont eu la gouvernance du pays à un moment donné de son histoire. Et qu'est-ce que ceux-ci ont fait de cette gouvernance? Je pense que tout l'enjeu, il est là. Si l'Union africaine ne se donne pas la peine de se questionner sur cette question de la gouvernance, d'accepter de ne pas aller avec les dos de la cuillère, justement, de dénoncer ce qui s'accaparerait du pouvoir, justement, à la limite de même faire recours à la violence, parce que quand même certaines dispositions les prévoient, afin d'asseoir la légitimité démocratique. Je pense fondamentalement, ceux-là qui rythment aujourd'hui le quotidien de l'Union africaine, eux-mêmes, même s'ils n'ont pas un plan de légitimité, mais j'ai la ferme conviction que ceux-ci n'ont aucun ancrage dans leur pays respectif. D'accord. L'Union africaine dépend-elle de l'Occident pour jouer son rôle dans la gestion et la résolution de la crise? Non, l'Union africaine ne dépend pas de l'Occident parce qu'il faut juger, il faut regarder tous les aspects. J'ai dit que l'Union africaine, c'est d'abord une institution politique et qui a travaillé pour manifester la solidarité des pays, de faire en sorte que la solidarité des Africains entre eux soit une réalité. C'est pour cela que l'Union africaine a libéré l'Afrique contre le colonialisme occidental. Donc, s'il dépendait d'eux entièrement, ils n'auraient jamais fait. Alors, on n'a pas été demandé
l'autorisation. Mais cet objectif est-il une réalité aujourd'hui? Cet objectif est-il atteint? Cette solidarité entre les pays? Absolument. Alors si absolument. toutes les forces de l'Afrique s'étaient soudées pour faire face à la crise au Mali? Comme j'ai dit, l'efficacité n'est pas toujours maximale comme on le souhaiterait. Alors cette solidarité est-elle superficielle? Elle n'est pas superficielle. S'il vous plaît, regardez la libération de l'Afrique australe. Qu'est-ce que les pays africains n'ont pas dépensé? Par exemple, ce qu'on appelait les pays de la ligne de front. Mais pour le Mali, qu'est-ce que les pays africains ont fait? Ils ont accepté d'héberger les mouvements de libération sur leur territoire. Ils ont accepté d'être bombardés par les colonialistes portugais ou sud-africains en solidarité avec leurs frères de l'Afrique australe. Le Mali, je suis témoin. Quand il y a eu la crise ici, la CEDEAO est venue et je suis témoin que les troupes togolaises, sénégalaises, certains sont venus par la route parce qu'ils n'ont même pas les moyens d'être transportés par avion et tout ça. Et il était dit que les États allaient être remboursés dans les dépenses qu'ils ont fait après les 90 jours. Je crois qu'ils n'ont jamais été remboursés. Donc, ils ont accepté de payer. Alors, les gens qui sont sur le terrain ici, dans le cadre de l'aménagement, et qui meurent tous les jours, c'est qui? Ce sont les Africains. La plupart de l'Afrique de l'Ouest, ils viennent pour aider les Maliens à rétablir la paix. Alors, il ne faut pas réduire le rôle de l'Afrique, l'importance de l'Afrique à les questions d'argent. D'accord. L'Union africaine est présente, s'il vous plaît, depuis 2013 au Mali. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la situation s'est améliorée ou est-ce qu'elle s'est dégradée davantage? Ça, c'est une autre affaire. Mais répondez quand même, est-ce qu'elle s'est améliorée ou dégradée? C'est une autre affaire. Les Nations Unies sont en RDC depuis plus de 20 ans. Est-ce que la paix en RDC a été rétablie? Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre 20 ans pour que la paix soit rétablie? Non, ça veut dire que le retour à la paix au Mali ne dépend pas, il ne faut pas faire la confusion là-bas, ne dépend pas des troupes de maintien de la paix. Le retour au Mali dépend d'abord des Maliens. Parce que les gens qui viennent aider à ramener la paix, ils viennent tout simplement donner un coup de main. Mais ce n'est pas eux les premiers responsables de la paix au Mali. Donc là, je crois qu'il faut qu'on s'entende bien. Est-ce que là, vous remettez l'engagement des autorités maliennes dans cette gestion de la crise? Est-ce que c'est les autorités maliennes qui ne font pas assez d'abord? Non, je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit parce que je vous ai dit, moi je suis dans cette affaire depuis le début, depuis longtemps. Je connais les problèmes qui s'opposent en détail. Même les autorités maliennes, il y a des problèmes qui ne peuvent pas résoudre en un jour. Vous savez, quand la crise est là, rétablir la paix, ce n'est pas un processus que vous commandez du jour au lendemain. Ça passe par beaucoup de choses. Il y a des difficultés. Alors, parce qu'il faut considérer... Mais selon vous, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui bloquent. Regardez, par exemple, la nature même du conflit. Il faut dire que la nature de la situation, ici, la situation sécuritaire. Je pense qu'il faudrait aussi juger les uns et les autres par rapport à cela. J'ai entendu, par exemple, parler de Barkhane, parler de l'aménagement, parler de... Nous sommes dans un contexte de maintien de la paix, mais dans un contexte où il y a le terrorisme. Alors, il y a des choses que les uns et les autres... Vous n'allez pas vaincre le terrorisme en une année. Nulle part, ça ne s'est passé. Donc, c'est un effort qu'il faut faire suffisamment longtemps pour arriver à rétablir la situation. Que vous soyez français,
américain ou quoi, c'est la même chose. Alors, combien de temps les Américains sont restés en Afghanistan? Est-ce qu'il manquait les moyens? Donc, alors, laissez-moi retourner à mon assertion. Il ne faut pas réduire le rôle ou l'importance de l'Union africaine à la capacité de faire la guerre. D'accord. Mais à la capacité de faire la paix. Et les deux choses sont différentes. D'accord. Vous voyez, Madame laissez-moi terminer. Je vous aurai tout de suite la parole. Vous voyez Traoré, est-ce que vous pensez que le Mali et l'Union africaine sont aujourd'hui dépassés par la crise du Mali? Je dirais piégés. Par qui? Mais vous ne voulez pas entendre parler du fait que nous sommes dans un Je veux tout entendre. système et le marché mondial, n'est-ce pas? Oui. Et la question des rapports de force. Mais Trump, c'est une réalité, la Chine, c'est une réalité, l'Europe, c'est une réalité. Et le fait qu'aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, nous soyons ce continent de 30 millions de kilomètres carrés, avec toutes, disons, les ressources énergétiques stratégiques dont ces puissants ont besoin, en soi, fait du continent nous met en danger. C'est pour ça que je disais à M. le Président que je vais mettre en ligne mon manifeste signé avec d'autres personnes que nous appelons Sale temps pour l'Afrique, à moins que nous puissions changer de regard sur nous-mêmes et de discours sur notre pays. Parce que cette guerre au Mali, c'est le produit d'un récit qui commence par dire qu'on a été attaqué, la France nous a sauvés, Hollande même a déclaré le plus beau jour de sa vie politique au Mali, et puis bon, tout était fait, il appartenait aux Maliens maintenant de gérer la suite. On vous met dans cette situation, on vous empêche d'aller à Kidal. Il savait très bien que si le goulot d'étranglement de Kidal n'était pas levé, on allait se trouver dans cette situation et que le centre, nous sommes en train de gérer aujourd'hui et les conséquences de leur turpitude. Mais seulement, comme nous excellons davantage aussi dans l'autoflagellation, nous aimons bien dire que toute la faute, c'est nous-mêmes. Moi, je dis, et si on continue ainsi, on ne peut que raser le mur à partir de maintenant, puisque nous allons donner l'impression qu'en fait, nous pourrions, mais on ne le fait pas, pour telle ou telle raison. C'est pour ça que je déplore l'instrumentalisation. Toutes les questions ont été instrumentalisées dans la gestion de cette guerre-là. L'Union africaine a-t-elle été instrumentalisée? Je vous dis que l'Union africaine, pour moi, en tant qu'institution, et sa petite sœur, toutes nos institutions aujourd'hui, sont au service d'un système qui les utilise, qui procède par chantage au financement. Si aujourd'hui l'un quelconque de nos dirigeants dit « prenez vos affaires, partez, nous allons nous débrouiller », vous allez voir que ce n'est pas seulement qu'il s'agisse de la question migratoire comme de la sécurité, c'est donnant-donnant. L'Union européenne s'est posée aujourd'hui et le fait que ce soit le plus gros bailleur de fonds de l'Union africaine, c'est là le premier problème. Ce n'est pas seulement à propos de la guerre, même le fonctionnement de l'UA. Tout ce que nous faisons dépend de l'Union européenne. Mais pourquoi vous voulez qu'ils fassent ça gratuitement pendant qu'ils ont les gilets jaunes sur les bras, le Brexit et tout? C'est cette approche systémique qui nous manque aujourd'hui. Moi, je pense que c'est extrêmement important de dire, les djihadistes ont émergé dans un contexte de crise aiguë, c'est-à-dire marqué par le chômage et la paupérisation. Les jeunes du Nord, moi j'ai suivi des émissions où ils nous disaient « Donnez-nous du travail et nous ne nous embarquerons dans aucune aventure, ni migration, ni terrorisme. » Est-ce qu'on leur a donné du travail? Non. Le succès de Koufa auprès des jeunes du centre, c'est précisément parce qu'ils pouvaient leur donner de l'argent, ils l'écoutent et des réponses. C'est ça qu'il faut. Et l'écoute et des réponses concrètes aujourd'hui pour du travail. Or, le type et les grandes entreprises qui profitent de cette situation pour s'installer, parce qu'ils ont fait de tout le Sahel. Vous voyez, un pays comme la France,
qui tire profit du tourisme, première destination mondiale, a réussi à faire de toute cette bande sahélo-saharienne une zone interdite. Et ça depuis 2008. Donc, zone interdite, et ajouté au fait que déjà, l'absence de l'État, j'aime bien quand je les entends parler, le retour des services, l'absence de l'État. Mais l'État a été désengagé. L'État a été dépossédé de ses prérogatives depuis la décennie 80. Donc nous sommes aujourd'hui en train de gérer les conséquences d'une longue histoire de sabotage et de destruction de nos initiatives. Si on était en démocratie, c'est la question de la démocratie qui est posée chez eux aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, quand quelqu'un, un certain Mikhaïlov se permet de dire que le Mali est le cancer du Sahel, quelle insulte! Parce que quand si une société est malade, comme tout corps malade, on pose un diagnostic. Et quand quelqu'un pose un diagnostic, c'est le corps malade qui doit vous dire, voici là où j'ai mal. Mais quand le mauvais médecin au chevet du Mali vient nous dire, c'est là-bas que vous avez mal, c'est là-bas qu'il faut aller. Et que nous, on dit, on va s'apprêter, on va relever le défi. Personne n'a envie ils n'ont pas envie de partir. Parce que s'ils partent, ils ont peur d'être remplacés par les Chinois et les autres. D'accord. Docteur Ali Tounkara, pensez-vous que le Mali et l'Union africaine ont la capacité de déjouer ce piège si vous partagez l'avis d'Aminata Draman Traoré? Bon, moi, je trouve que le piège, il est quand même double en réalité. Je pense que Mme Traoré, c'est qu'elle met en évidence, notamment le fait que les puissances étrangères ne sont pas là pour la charité. C'est une certitude, personne ne peut le nier en toute objectivité. Mais en dépit de ces intérêts, de ces regains d'intérêt que ces puissances ont vis-à-vis du sous-sol malien, ont vis-à-vis même des régions dites nord du Mali, il est quand même important, à mon entendement, de mettre un accent particulier quand même sur la gouvernance locale, moi je trouve. Si vous voyez que ces puissances sont parvenues à s'installer avec aisance ou pas sur nos différents territoires en Afrique, parce qu'effectivement, la gouvernance en elle-même, déjà, elle pose problème. Est-ce que ces puissances arriveraient à se légitimer autant dans les pays asiatiques? Je ne penserais pas. Parce qu'effectivement, le local est déjà bien outillé. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Mali, est-ce que vous êtes optimiste, je veux dire, quant à la capacité du Mali et de l'Union africaine à faire face à la crise du pays? Je crois que la question de la capacité, elle est multidimensionnelle aussi. D'abord, nous avons des hommes et des femmes aujourd'hui, du point de vue militaire ou même politique, qui n'ont plus forcément... si vous voulez, ce patriotisme en eux. Parce que l'appât du gain immédiat, les pratiques corruptives ont fait que l'amour du pays est carrément disparu. De la même manière également, on a une élite politique qui n'est pas prête à faire des sacrifices et des privations. Les puissances étrangères dont Mme Traoré fait allusion, je suis persuadé qu'aujourd'hui, l'élite politique malienne, elle n'est pas toute capable de les dénoncer. Parce qu'effectivement, sa survie en dépend. Donc, vous voyez à combien... Au-delà même du seul aspect financier, il y a quand même un courage politique aussi qui est quand même demandé. Le président a fait allusion à quelque chose qui me paraît tout à fait fondamental aussi. Il ne faut pas occulter justement. Il faut comprendre que les forces qui sont avec nous aujourd'hui, nous sommes, nous Maliens, le premier responsable de la résolution de la crise. Les forces ne sont que si vous voulez, elles nous viennent en aide, mais le cœur du problème demeure malien. Si nous, Maliens, nous n'arrivons pas à apporter des solutions qui vont découler du terroir, naturellement, nous allons demeurer. Alors, Pierre Bouya, que prévoyez-vous pour que ces limites que vous avez vous-même soulignées dans le rôle de l'Union africaine dans la résolution et la gestion du conflit au Mali soient comblées, ces limites? Oui, laissez-moi d'abord... Il nous reste 2 minutes. Oui, vous montrer que l'Union africaine a joué et joue un rôle important dans la crise malienne. En 2012, quand on discutait de l'intervention au Mali, à New York, beaucoup de puissances extérieures étaient opposées à ça. Au Conseil de sécurité, ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Alors, c'est la CEDEAO et l'Union africaine qui ont plaidé pour que les Nations unies puissent avoir une résolution sur l'intervention au Mali. D'accord, vous avez parlé de la utilité. Pour améliorer les limites aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Alors, pour améliorer les choses, il y a des choses à faire au niveau de l'Union africaine. Comme je vous ai dit, l'Union africaine, c'est un chantier de réforme aujourd'hui.
il faut d'abord résoudre la question des ressources. Je crois que c'est là où nous souffrons le plus. Sur le plan politique, je crois que l'Union africaine est vraiment positionnée pour, pas seulement au Mali, mais dans tous les autres pays, son rôle n'est pas à questionner. D'accord. Bon, mais je reviens à la question fondamentale. L'Union africaine, dans chaque pays, ce n'est pas elle qui est en première ligne. C'est le elle pays. apporte sa contribution. En quelques secondes, Madame Traoré, quelle est l'urgence aujourd'hui? L'urgence? Je répète toujours à nos frères maliens. D'accord, l'urgence. Que la crise malienne, c'est d'abord eux. Les Maliens et après l'Union africaine. Quelle est l'urgence? L'urgence, c'est l'écologie. C'est l'écologie, c'est le climat. Parce qu'avant cette guerre, on a eu des sécheresses qui ont d'abord fragilisé la région. Moi, je suis d'accord avec vous, mais il faut relativiser la question de la gouvernance. D'accord, il nous reste non, plus de temps. Il faut relativiser la question. Il nous reste plus de temps. On va maintenir que l'urgence est l'écologie. Merci, Madame Aminata Dramane Traoré, femme politique, écrivaine, altermondialiste. Pierre Bouyoya, haut représentant de l'Union africaine au Mali, président de la mission de l'Union africaine au Sahel, MISAHEL, et Dr Ali Tunkara, chercheur, professeur à l'Université de Bamako. Merci à tous. À la régie vidéo et audio, Gagné Kanté et Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.